tous finalement Allez, tiens, vraiment, je m'excuse infiniment. On a soulevé dès le début de la discussion la communication qui était autour de la publication de la notation, de la gradation. Bon, on a dit que c'était une mauvaise communication, il fallait peut-être s'y prendre autrement. Moi, je voudrais poser la question peut-être à moi, ce que nous éclaircir. Quel aurait été le rôle de la Banque centrale, et le gouverneur en particulier, pour gérer cette partie de la communication? Lorsqu'il y a eu la dégradation. Parce que lui, de même, dans mon esprit, la mission, je sais très bien comment ça se passe, parce que nous, à la base, ça se passe de la même manière. Ils viennent à la Banque centrale, c'est leur vis-à-vis, c'est lui qui fait des programmes, c'est lui, apparemment, en principe, devrait être accompagné pour voir les directeurs, les ministres, ainsi de suite, et ils lui font même un rapport. Et je me demande, parce que dans les règles, je ne sais pas si ça se passe comme ça ou pas, qu'ils envoient un document pour que ça soit commenté, hein, avant qu'il... Mais ça n'engage pas l'agence. Ça n'engage pas l'agence, elle est libre, bien sûr que... On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur factuelle. Voilà, absolument. Oui, non, juste voilà. Lorsque la Banque centrale a reçu la dégradation, elle a juste informé le gouvernement et elle a demandé un rendez-vous urgent pour préparer une réaction commune. Or, le gouvernement. C'est l'éducation publique. Comment? Voilà. De la délégation publique. Le grand souci, c'est de préparer une réaction pour peut-être éviter une dégradation des autres agences qui sont préparées. Enfin, quand d'envoyer de nouveaux signaux. Bon, malheureusement, le gouvernement il a répondu après 5 jours. C'était un lundi, le fameux lundi où il y a eu la rencontre. Donc, il aurait dû, à mon avis, il aurait dû avoir une réaction, c'est-à-dire une réunion le lendemain, et pour donner des signaux rassurants et d'avoir. Donc il y a un déficit de communication pour passer un message rassurant. Non, on avait pas anticipé là-dessus. Il fallait pas anticiper aussi. Vite fait, voilà. Deux petites remarques. Alors, concernant le secteur bancaire, c'est vrai qu'il y a une défaillance de ce secteur. Moi, si le gouvernement est en train de critiquer la non-fiabilité ou donc il est en train de vouloir que la Banque centrale impose des réformes, qu'il le fasse lui-même déjà. Parce que moi, je sais que les banques publiques sont sous tutelle du ministère des Finances qui fait partie du gouvernement. Donc le gouvernement, voilà, en plus les PDG sont nommés par le Premier ministre et par le ministre des Finances, donc il donne le là et qui commence lui-même par réformer ce secteur. Voilà, ça d'un côté. D'un autre côté, moi, pour être vraiment très objectif, moi je crois que le gouverneur de la Banque centrale, il mérite son prix. Il a fait 3 choses pour moi qui sont fondamentales. Première chose, d'abord, il a insisté sur son indépendance. Rappelons que au temps de Ben Ali, le gouverneur de la Banque centrale était en même temps membre du Conseil des ministres. Le dernier en date, lui, il a le gouvernement de Crédit Suisse, il assistait au conseil. Non, il n'était pas membre du Conseil des ministres. Bon, en tous les cas, il a commencé par insister sur l'indépendance de la Banque centrale, ça c'est important en matière de gouvernance financière et économique, donc un point à saluer. Et deuxième point, on a travaillé là-dessus avec Moraz Larbidi, la circulaire 2011-06, qui impose une réforme profonde de la gouvernance des banques et du système bancaire tunisien, des établissements de crédit, et en marche. Cette circulaire, il va y avoir des administrateurs indépendants dans les banques tunisiennes, il va y avoir des séparations de pouvoir, il va y avoir des comités d'audit qui vont travailler d'une façon indépendante. Il y a toute une réforme en marche de la gouvernance, et c'est révolutionnaire, de la gouvernance. Et j'ai écrit un article à l'économiste maghrébin où j'expliquais un petit peu la circulaire qui est en train d'être appliquée. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, moi je crois que la Banque centrale est en train d'assurer une communication assez périodique et assez fréquente. Donc une fois par mois, nous avons le droit, donc jusqu'à maintenant, à des rapports bien détaillés, bien chiffrés, donc sur la situation économique. Après, est-ce que c'est contesté ou pas contesté, c'est autre chose. Le dernier est beaucoup. Bon, j'ai pas jugé ces métiers de fond, plus que la forme, mais déjà un pas dans l'amélioration de la transparence de la communication quand il y a de l'information qui sort d'un organisme aussi important que la Banque centrale. Donc rien que pour ça, moi je pense qu'il faut encourager cet nouvel élan.
Donc il ne faut pas le casser, au contraire, il faut l'encourager, il faut recadrer, il faut consolider, il faut construire sur ça, il faut être plus coopératif, et non pas donc renvoyer la responsabilité à la Banque centrale, au gouvernement de la Banque centrale ou au secteur bancaire en général, puisqu'il s'agit de l'intérêt national du pays, et donc le gouvernement doit être plus responsable que ça. Très rapidement, je pense que tout le monde a mis en avant le rôle politique, l'enjeu politique aujourd'hui et l'influence qu'il peut avoir sur la prise de décision. Je pense qu'on est loin de faire des suggestions en ce sens-là, mais je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de mesures qu'on ne pourra pas prendre à ce stade, mais il y en aura d'autres sur lesquelles on est capable de travailler. Là, je vous rejoins parfaitement. Le cadre légal, c'est un élément sur lequel il faudra avancer, même si on n'arrive pas à des éléments de changement, mais en tout cas de faire avancer le débat là-dessus, de la discussion là-dessus, le travail là-dessus. Il y a beaucoup de travail technique qu'on peut entamer sur un certain nombre de chantiers. C'est des éléments qui ne seront pas forcément médiatisés, c'est des éléments qui ne seront pas forcément sujets à débat, mais il y a aujourd'hui le temps de les mettre au moins sur la table et de commencer à en discuter. Et je pense qu'au moins ça peut être une sortie pour ne pas perdre du temps, encore plus, parce que l'impression générale est qu'on est là, ça y est, on s'est braqué sur les élections de mars et que tout est en train d'être fait. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer un petit rebond du marché boursier? Sûrement. Déjà éviter. Il est déjà, il a fait 3 jours de temps. Ah oui, oui. En tout cas, oui, autour de 7%, mais dans une liquidité qui est pas mal. Moi, je regarde surtout la dynamique du marché, beaucoup plus que l'évolution des cours. Il faut quand même que ça dure, surtout que le marché est assez frileux et le marché n'aime pas l'invisibilité. Il faut que les choses soient claires. On ne peut pas administrer le marché dans ces conditions-là. L'année dernière, on est allé jusqu'à décider nous-mêmes, professionnels. La fermeture du marché, je n'étais pas du tout convaincu, mais ça serait ce côté de la mode. En ce qui concerne les réformes, les questions de réforme, je donne un exemple. Plutôt que de développer un cadre pour les PPP, pourtant ce sujet a été évoqué avant. On est en train de développer un cadre pour la finance islamique. Je n'ai rien contre. Et je vous dis la chose suivante. En termes de priorité, est-ce que c'est vraiment le prioritaire? Moi, je reviens à la question de l'efficacité réglementaire, c'est-à-dire le taux de retour, le taux d'efficacité d'un nouveau cadre réglementaire. J'ai l'impression que quand même, ce gouvernement est venu avec des idées préétablies. Il écoute, c'est pas qu'il n'écoute pas. Il joue le rôle de gouvernement pompier, c'est-à-dire l'État au feu, il est en train de gérer les choses urgentes. Mais quand on parle de réforme, j'ai l'impression que quand même les professionnels ne sont pas suffisamment non pas à droite, donc c'est pour ça que je me dis, et vous savez, nous, quand on parle de réforme réglementaire, nous c'est tous les 15 ans, maintenant on change de cadre réglementaire. Donc je me dis, si c'est dans ces conditions-là, autant patienter un petit peu. Voilà. C'est ça ma peur. En ce qui concerne le secteur bancaire. On a toujours parlé de réforme du secteur bancaire comme étant quand même un vecteur qui peut contribuer à la relance de l'économie. C'est très important. Mais ce qui n'est pas du tout même, c'est que non seulement on n'a jamais engagé le vrai débat sur la réforme du secteur bancaire, mais nous sommes en train de constater encore un secteur bancaire qui demeure rentable. Aujourd'hui, le secteur bancaire n'est pas simplement équilibré, c'est un secteur qui est rentable dans ces conditions. Jugé par les résultats qui dégagent. Oui, c'est-à-dire, je me dis au moins que l'on puisse un petit peu changer de vision des choses, changer de repère, pour qu'on puisse. Et puis, c'est aussi un secteur aujourd'hui qui est devenu clairement à deux vitesses. Il y a les banques publiques et il y a les banques privées. Nous sommes une petite économie en Tunisie et on se permet le luxe de raisonner en économie publique et en économie privée. Même au niveau des marchés, il y a toujours priorité au secteur public dans le marché. Je suis désolé, mais c'est encore un constat dans un tout petit pays. Donc essayons déjà et ça c'est peut-être aussi le rôle également de la Banque centrale, de pousser un petit peu les banques
promouvoir le type de provisionnement public et privé, il faut que ce soit à tout niveau, quitte à grignoter sur la rentabilité, tant que rentabilité est encore. Comment dire 2 minutes. 2 minutes. Donc voilà, incontestablement, notre pays est à la croisée des chemins, politiquement, économiquement et socialement. Est-ce qu'on fera ces 3 points de croissance? Est-ce qu'on fera ces 3 points et demi de croissance? Est-ce qu'on va sortir de la zone rouge? Et comment faire pour sortir de la zone rouge? Moi, je préfère parler plutôt comment sortir de la non-croissance. Parce que nous sommes en pleine mutation. Je pense que je reviens encore sur la question du dialogue social, franc et pluraliste, sans exclusion. Il est indispensable que le gouvernement crée un espace de dialogue pour tous les partenaires sociaux et pour la société civile, pour échanger sur les questions qui intéressent notre pays sur le plan économique et social. La libéralisation du potentiel d'investissement privé, c'est aussi un fondamental par plus de transparence, par plus de surveillance et une lutte contre la corruption de façon claire. Un autre point aussi, je vais faire un peu de la pub pour une conférence que nous organisons sur le financement de l'entreprise face aux exigences de la bonne gouvernance. Justement, vous avez parlé de la circulaire 2011-06 de la Banque centrale. Effectivement, c'est une véritable révolution dans le secteur économique et c'est pour ça que la Connect organise une conférence là-dessus pour justement voir l'impact de cette circulaire, comment vont être les relations entre les banques et les entreprises qui jusque-là, traditionnellement, travaillaient beaucoup sur des crédits et des garanties accordées par des moyens qui ne sont pas tout à fait de la gouvernance. D'ailleurs, M. Calao qui est modérateur dans cette... D'ailleurs, j'en répondant, Donc ça se passe à la bourse de Tunis. Ça doit être un ami qui C'est un ami qui vous a convié et on sera donc, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Voilà, et l'assistance sera conviée, je vais vous inviter pour cet événement. De toute manière, moi je pense que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ça n'est pas de conférence, mais de manifestation. On a besoin de participer au dialogue et d'être reconnu. Pour être reconnu, il y a besoin non pas de conférence, mais de manifester. Moi, parce que, et je vous pose la question, le fait que le ministre des Affaires sociales privilégie le dialogue social, et je dis, pour appeler les choses par leur nom, est-ce qu'on n'est pas dans une logique électoraliste? Parce qu'on prépare, et en prévision des prochaines élections, je dis quand même, c'est un potentiel électeur quand même assez important. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'exclure. On ne peut pas être révolutionnaire à temps partiel. Voilà. Juste avec les partis politiques, on ouvre la voie pour les syndicats. C'est pour ça qu'on est dans une logique électoraliste. Et on ne peut pas se permettre d'exclure les gens. Si vous me posez la question sur les perspectives de croissance, j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, le gouvernement qui joue au pompier, qui sont différents mal. Parfois les mêmes. Si j'en juge par l'attitude de droite, je vous dis, parfois, c'est des Morgan. Moi, je pense qu'à en juger par rapport à la situation d'aujourd'hui, les ingrédients de toute la situation, je pense qu'on est parti pour une année de croissance. Je pense qu'à l'arrivée, on arrivera à faire pour 1,5 point et plus de croissance, de croissance et plus peut-être. Maintenant, sauf la chose qui risque de compliquer cela, et aussi d'agir positivement, peut-être pour la c'est comme un point, dire aujourd'hui, pratiquement de 4 ou 5 jours, on va peut-être avoir une de bonne croissance, quand on sait qu'en France, par exemple, on est à prévoir 300 francs la France, 0,5 points en français de la et une précision relativement précise, mais c'est précisément cela, l'incertitude, ce manque de visibilité, c'est ce qui dérange. Mais c'est pas si mal que ça. Si on compte la croissance politique, c'est déjà ça. Non, mais c'est déjà ça. Mais relativement à 2011, c'est pas très objectif. L'hôtel vous a fait tourner de ne pas avancer un chiffre. Assurer la paix, clarifier un peu le reste. Donc, je pense qu'on dispose pas. Là, juste un élément qui me semble important, qui peut déterminer
j'allais dire, le niveau de croissance. Un, c'est la résolution des problèmes d'un certain nombre de secteurs clés qui ont fait défaut pendant l'année précédente, et c'est essentiellement le secteur des phosphates. Donc là, c'est des sujets isolés. S'ils sont gérés convenablement pour assurer une reprise normale de la production, c'est quand même un élément qui va 10% des exploitations tunisiennes. Le deuxième élément, en dehors de ces quelques entreprises que vous connaissez, que nous connaissons, ça dépend aussi de l'amélioration de la situation sécuritaire en général dans le pays. Parce que tant bien que mal, là je suis tout à fait d'accord avec Moïse dans ce qu'il dit sur le degré de succès de la gestion par le gouvernement de la situation sécuritaire, il y a vraiment un gap qui est encore là, et on n'est pas suffisamment assuré quant à, j'allais dire, la situation, la maîtrise de la situation par le gouvernement. Je crois que c'est ces éléments-là, si j'écarte bien entendu le chapitre politique, on en a assez parlé, mais je suis en train de parler de ces éléments-là. Enfin, si je ne me trompe, sauf faire je pense que Rachid Ghannouchi de faire un discours, on dit, historique. Il va clarifier un certain nombre de choses, revenir sur l'article 15 pour le rejeter catégoriquement, jouer à fond la reconstitution nationale, et je crois qu'il fera son discours demain. Alors, je vais en livre un peu quelques primeurs finalement. Ne dites pas que je suis. Tu es bien informé. Tu joues ton rôle de journaliste. Ça sera bien introduit. Ça a été un très bon discours. Sans me dire, Habib, c'est 3,5 points de croissance. Non, c'est juste peut-être une remarque. Vous avez dit, est-ce qu'on peut avoir des chiffres, même, on n'a pas de modèle en Tunisie. En Tunisie, l'administration tunisienne, tous sont morts et ils ne sont pas fonctionnels. Tout ce qui a été fait dans les années 80, 90. J'ai été pendant pratiquement 10 ans mort du Conseil national d'association. Toute la modélisation macroéconométrique d'équilibre général calculable en Tunisie est actuellement en veilleuse, rien ne fonctionne. Donc même au niveau de l'EQ, non, je vous dis en connaissance de cause, rien ne fonctionne. Tout est en veilleuse. Ils essaient, il y a beaucoup de projets à faire. En veilleuse, comme vous dites. Non, c'est-à-dire que vous savez, lorsque vous faites un modèle macroéconométrique, vous faites un modèle macroéconométrique et vous réestimez par les équations, mettre à jour la base, ça sert à rien. Donc, je pense que même avec ça, si on avait, avec l'effet de choc qu'on a eu de la révolution, on n'aurait pas eu des prévisions correctes, à moins de vraiment de faire de la gymnastique un peu intellectuelle pour caler le modèle et ainsi de suite. Donc, je pense que l'enjeu n'est pas là. Mais on peut essayer de deviner où est notre potentiel et quelles sont les contraintes. La potentiel de la machine de Ben Ali, qui était jusqu'à 2010, elle était de 5,7. 5,2. C'est le potentiel qu'elle avait, en moyenne, sur la période. Lui, il a pu faire de 4,7 en moyenne. Donc il lui restait tout un petit peu à exploiter, à grignoter par des politiques budgétaires de court terme ou politiques monétaires pour atteindre le 5,2. Et c'était ça, contrainte. C'est ça qui a fait tomber, je pense, Ben Ali, qui a fait la révolution, c'est que ce potentiel-là ne pouvait pas réduire la croissance. La répartition des flux à croissance. Au moins, en ce qui concerne le chômage, le potentiel de la machine ne pouvait pas le faire. C'était la limite. Alors maintenant, le coût, la crise financière a eu des effets de récession qui ont réduit le potentiel et ont conduit à ce qu'on a fait un taux de croissance au moyen de 3,2. À laquelle on s'ajoute 2011, l'effet négatif de la post-révolution qui était moins 2,2, je pense qu'ils m'ont parlé moins 1,8. Non, moins 1,8 au début, mais apparemment l'estimation c'est moins 2,2. Donc personnellement, je pense que avec les ingrédients de ce que j'avais dit dans la vue au début de mon intervention, c'est que l'objectif de 3,5 n'est pas quelque chose à exclure en Tunisie. Avec les conditions actuelles, je vous dis que lorsque vous faites 1,2 tous les trimestres, vous faites de 4,5. C'est le moyen géométrique. Mais je pense que la question, elle n'est pas là. Vous savez, en économie, et je crois beaucoup, c'est pour ça que je suis toujours optimiste dans certains cas, on a ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Et dans les modèles non linéaires, vous avez un bon équilibre et un mauvais équilibre. Et si vous croyez au bon équilibre, vous irez au bon équilibre. Il
si vous croyez au mauvais équilibre, vous y allez. Si la crise de taux de change, c'est ce qu'on croit que ça va dévaluer, on y croit et on conduit à ce qu'il y ait des attaques spéculatives, à ce qu'il y ait, évidemment, qu'il y ait d'évaluation, d'effondrement, si vous voulez, du taux de change, alors que les fondamentaux ne l'expliquent pas. C'est pour ça que je pense que c'est là où on rejoint les politiques. C'est très important dans ce cadre-là. Le rôle de la communication, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, du gouvernement et de politique, c'est de ramener les gens à l'optimisme et aller vers le bon équilibre. Et je pense que ce coup de fouet-là pourrait, avec les ingrédients un peu réels, pourrait conduire à aller au bon équilibre. Autrement, si on connaît tout le temps qu'on ne peut pas y arriver, je peux vous assurer qu'on ne peut pas y arriver. Donc je pense que... Il y a des signaux aussi. L'optimisme, ça ne se décrète pas. Ça se crée, l'optimisme, ça se crée. C'est pas uniquement communiquer, c'est quoi communiquer. Parce que d'abord, pour communiquer, il faut, un, prendre les bonnes initiatives, et deux, prendre les bonnes réactions par rapport à certains problèmes. Donc il faut déjà commencer par là. Et ensuite communiquer. Il faut qu'il y ait d'abord un bon produit. Voilà, c'est ça. Effectivement, commerçant. Mais ça se rajoute d'affaires. Enfin, c'est son prétention. La prétention de conclure quoi que ce soit, mais je voulais juste dire que il y a d'abord, on avait parlé des IDE et de PPP, vous en avez aussi parlé, je crois qu'à partir du moment où nous sommes dans une situation d'endettement contraint, les voies de recours ne sont pas nombreuses, ou on favorise l'investissement direct étranger, auquel cas il y a des éléments de facilitation en matière, bien entendu, de réglementation, de diligence de l'administration, de sécurité, qui puisse justement servir à stimuler et à favoriser cet investissement direct étranger, ou organiser le cadre légal et réglementaire pour le PPP, parce que c'est un des rares moyens qui reste à disposition si on ne veut pas accroître l'endettement. Je crois que c'est très clair. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je suis d'un avis tout à fait contraire de ceux qui disent que ce n'est pas le moment de réformer. Bien au contraire, je partage entièrement l'avis de Vincent. Moi, je suis quelqu'un qui est pour une politique contracyclique, même si Tofik n'est pas d'accord avec ça, je reviendrai sur la politique budgétaire du gouvernement actuel. C'est au moment de la crise que quand on analyse un peu l'histoire des faits économiques, c'est au moment des crises les plus graves qu'il y a eu les réformes les plus pertinentes qui ont impacté la face du monde et la face des économies. Donc c'est justement en ces moments-là qu'il faut engager les réformes pour une raison toute simple, c'est que à partir du moment où vous communiquez suffisamment pour faire prendre conscience à tous les acteurs et opérateurs de la gravité de la situation, il y a une préparation, une prédisposition à accepter un certain nombre de choses qui ne seraient pas acceptées quand vous êtes dans une situation procyclique. Ça, c'est l'histoire économique qui doit dire quels sont ces on a déjà listé un certain nombre de réformes. On a parlé de la réglementation en matière de passation de marché public. On a parlé de réforme du système bancaire et financier qui peut être lourd avec un coût quand même assez douloureux sur un certain nombre de... Je crois que je n'ai jamais été alarmé par le niveau de déficit budgétaire. Moi je crois, et je vous rejoins, et on l'avait dit, je crois en 2008 ou en 2009, dans une table ronde, pour ne pas le citer, de l'économiste Magazin, je crois que c'était à l'hôtel à Buenos, où on avait dit, peut-être pas devin, mais que la politique économique adoptée dans un sens justement de cette pseudo-rigueur, notamment budgétaire, allait conduire à la perte. Tu te rappelles, on avait dit qu'elle avait atteint justement son maximum, mais qu'elle ne pouvait pas répondre à une contrainte essentielle qui était justement la satisfaction totale de la demande additionnelle d'emploi qui était évaluée à 80 000. Et qu'il fallait absolument, et on avait dit aussi, vous pouvez revenir là-dessus, que toutes les politiques économiques seront jugées à l'aune de leur performance en matière de création d'emplois, et notamment là où on a besoin de créer davantage d'emplois pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Et moi je crois que justement ça a été un des facteurs, bien entendu toutes choses égales par ailleurs, d'autres facteurs qui ont joué, de la fin du modèle
qui a été adopté pendant un certain nombre d'années. Moi, personnellement, je pense que si tenté que l'on réforme les procédures de passation de marché public, si tenté que l'on fluidifie davantage le circuit de décision, si tenté que l'on réduise le morcellement de la prise de décision au niveau gouvernemental, parce qu'actuellement, qu'on augmente, comme le disait Moaz, l'efficacité institutionnelle et gouvernementale, rien n'interdit de mettre davantage d'endettement. L'endettement en Tunisie, et Moaz est mieux qualifié que moi pour le dire, est encore soutenable. Ce n'est pas du tout quelque chose de pas tout à fait... on peut parfaitement, à la condition, et pour vous dire que je suis tout à fait lucide là-dessus, la condition c'est on accroisse le niveau de performance des instruments d'exécution, parce que ça serait illusoire, et on retombe un peu dans ce qu'on avait dit au début, de remettre des ressources additionnelles sans avoir la possibilité de les employer très vite, parce qu'on n'aura pas levé les verrous qui permettent de développer davantage. Mais là, la question devient tout à fait théorique à partir du moment où on est déjà dans une situation avec quelque chose de raisonnable. Demis disait dans un de ses éditos, il avait appelé ça le principe de précaution. Disons que ça a été fait d'une manière de ne pas justement renforcer les déficits, mais de rester dans un cadre tout à fait, un point d'équilibre tout à fait acceptable. Si déjà dans cette situation nous avons du mal à trouver le moyen d'exécuter correctement et dans les temps le budget, que dire si on avait tout à fait dès le départ été un peu plus contracyclique. Donc, mais bon, l'enjeu est tout à fait, à mon sens, raisonnablement réalisable. Il en est des individus comme des peuples. Je crois que les niveaux d'alerte, dégradation de la note, aggravation d'un certain nombre de signaux, etc., sont de nature, à mon sens, à faire prendre conscience aux uns et aux autres que maintenant il faut passer aux choses sérieuses et qu'il faut passer à l'action et que personne n'a à gagner à ce que la situation se détériore en Tunisie. Personne n'a à y gagner. Ceux qui croient qu'il y a quelque chose à gagner ou à récolter dans une situation d'aggravation de la situation se trompent lourdement dans leur appréciation au sens de la situation. Ils seront les premiers à en payer le prix. Alors, je pense que de toute manière, on ne pourra jamais dire tout à fait le sujet. Je pense que ce débat est utile et nécessaire. Il fallait absolument l'aborder, même si, bien évidemment, par un peu récurrent à la question de poser. Parce que ce mercredi, on va encore. Et la première chose à faire, ça peut être l'aide et le taux de croissance. C'est ça. D'abord, c'est le chiffre technologique qui m'a été en fumée qui m'a encore une fois, merci. Ça, le gars, il faut dire. Non. Je vais aller chercher mon fils. Au revoir. Merci. C'est des sauts.